Il y a un petit peu moins d'actu high-tech cette semaine, il faut bien le reconnaître. N'empêche, il y a de l'actu high-tech, donc forcément, on retrouve toute l'équipe. Les technos sont là avec notre numéro 15. Et c'est donc parti pour un nouveau numéro où on retrouve nos amis d'un côté David. Bonjour. Salut. David qui était un petit peu sur la batterie de secours, hein, donc il faut le préciser. Il y a également Sébastien et Marc qui eux ça va, ils sont sur le secteur, hein, pas de souci. On a un générateur. Il y a un générateur qui tourne, donc il n'y a pas de problème. On va d'entrée de jeu, Sébastien, si tu le veux bien faire un correctif par rapport à ce que j'ai dit, l'erreur que j'ai commise la semaine dernière quand on a fait le distinguo entre le web et Internet, qui sont deux choses qui vont ensemble, vont de pair on va dire, mais ne sont pas tout à fait les mêmes choses. Il y a des différences. Peux-tu nous remettre les pendules à l'heure s'il te plaît, mon bon Seb? C'est simple. Voilà. Merci. Alors, ça c'est fait. Internet, c'est le tout. Voilà. Le grand. Voilà. Ça comprend tous les protocoles. Alors évidemment, quand tu avais l'air tellement sûr, je ne voulais pas t'en empêcher la dernière fois. On n'a pas eu l'occasion d'en discuter, effectivement. Mais donc Internet, c'est le tout, le grand réseau du réseau. Et le web. Et puis là-dedans, effectivement, il y a des sous-parties qui sont le courrier, les newsgroups, dont certains ici l'utilisent encore, et le WWW, donc le World Wide Web, qui est ce qui était menacé dans l'article dont on parlait la semaine passée. C'est ça. Donc ça, c'est votre navigateur. Voilà, le créateur du web disait... vous savez pas pourquoi. Voilà, le créateur du web disait, attention, ces applications vont tuer le web. C'est bien les pages web, en fait, les hyperliens, etc., qui seraient menacés par les applications qui, elles, font partie d'Internet et utilisent Internet, c'est ça. Là, c'est juste. Maintenant, in extenso, on pourrait dire que ça menaçait Internet tout court. Parce que des liens, j'en mets aussi dans des mails, j'en mets aussi dans des newsgroups. Ça y est, voilà, c'est là qu'il fout, qui refoule le bazar. Donc voilà, mais l'idée était bien là de faire le distinguo entre le web et l'Internet. J'avais mélangé les deux, j'avais inversé les deux. Mea culpa. On va tout de suite, on va te laisser la parole. C'est pour parler d'Apple, puisqu'on commence toujours par la lettre A. Apple qui a fermé son store en Russie. Voilà, on va parler un peu politique aussi en même temps, par la même occasion. Ou économie en tout cas. Un peu économie, effectivement. Apparemment, c'est la Russie. Le rouble, en tout cas, va pas bien. Non. Je l'ai appris en lisant ça parce que sinon, je vais dire que pour le moment, je suis un peu déconnecté, désolé. Donc, le rouble va pas bien, ça diminue, ça chute, ça s'explose. Les gens voient qu'il y a une perte de 20%, opinent, je crois, donc... une perte de plus de 20%, je pense. Quelque chose comme ça. Et donc face à ça, Apple a décidé tout simplement de mettre son Apple Store offline, en disant on n'est pas très sûr de ce qui va se passer, et donc pour le moment on vend à des prix qui ne sont pas stables, donc on coupe. Oui. En promettant qu'on reviendra. On reviendra quand ce sera stable. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas d'explication et de volonté officielle d'Apple, en tout cas. Il n'y a pas eu de communiqué disant on coupe parce que le rouble se pète la gueule, mais en tout cas, il y a eu une petite indisponibilité de l'Apple Store sur tous les autres pays, et c'est revenu partout, sauf en Russie. Oui. Ce qui était un tout petit peu prévisible. Il faut reconnaître aussi que Apple n'est pas le seul à prendre ses précautions. Hein. Toutes les enseignes, les grandes enseignes internationales entre guillemets en Russie ont décidé de fermer leur magasin physique un bout de temps, juste pour aller changer les étiquettes sur tantôt les sacs à main, tantôt le matériel hi-fi ou tantôt autre chose, même les voitures, il paraît, pour changer les tarifs et rouvrir ensuite avec des nouveaux tarifs légèrement augmentés, on va dire. Oui, mais ça pose un problème parce que ils ont... Bonjour... C'est Poutine qui appelle. Donc ça pose un problème parce que non seulement le premier jour, le lundi, ils ont perdu 9,5% et le lendemain 15%. Ouais. Donc si tous les jours tu dois changer tes étiquettes, c'est un petit peu problématique. Ce qui est bizarre, c'est que c'est quand même plus facile. C'est plus facile de le faire sur un store web que de le faire dans un magasin. Donc c'est un peu paradoxal en même temps. Ouais, Marc, ça me rappelle juste l'époque où j'habitais encore en Afrique, et il y a quelques mois pendant lesquels l'inflation a atteint des taux mais absolument hallucinants, et les étiquettes dans les supermarchés, entre autres, étaient changées plusieurs fois par jour. Ça doit être fatigant. C'était un truc connu, qu'ils avaient des problèmes d'importation de pommes, en tout cas. Oui, entre autres.
De poire. Non, pas de pommes. C'est des poires, effectivement. Et peut-être aussi de pommes. Enfin, peu importe. Du coup, c'est le bazar dans les magasins et dire qu'ils n'ont même pas Raymonde. David, on va parler avec toi maintenant, David, de PhoneBreaker. C'est un outil pour pirater les comptes iCloud malgré l'authentification en 2 étapes. Ça, c'est quand même très particulier. Oui, en tout cas, c'est un titre un peu tapageur, puisque PhoneBreaker, c'est effectivement un logiciel russe, donc ça met tout le monde directement en confiance, qui donne l'impression de pouvoir craquer son iPhone. Et c'est pas cher. Et donc de relancer un petit peu toute la polémique de sécurité qu'Apple a mis en place. C'est pas tout à fait exactement ça, et donc quand on va voir sur le site de l'éditeur, il précise que ça permet de récupérer l'ensemble des données de son compte iCloud. Et donc surtout de récupérer les documents, les photos, les messages, les paramètres et des choses comme ça. Donc c'est pas le software qui est prévu au départ pour les voleurs d'iPhone, mais plutôt pour les gens qui auraient égaré leur login et mot de passe iCloud. Enfin pas tout à fait leur login, parce que s'il n'y a pas d'identifiant iCloud, il sait rien faire ce software. Donc il faut quand même l'identifiant, donc il faut le username que vous avez référencé, donc il y a une adresse email que vous avez référencée à la création de votre compte iCloud, et donc lui va pouvoir récupérer toutes ces données-là. Donc en tout cas, c'est comme ça qu'il est vendu. Il faut savoir que il va un petit peu plus loin, puisque la dernière version de ce software permet de récupérer un token sur un ordinateur, sur un Mac par exemple, qui va faciliter justement la récupération, mais qui va aussi permettre d'écouter tout ce qui se passe sur un compte iCloud. Alors, par écouter, qu'est-ce qu'on veut dire ? On veut dire que tant que l'utilisateur n'aura pas changé son mot de passe, on va pouvoir voir tout ce qui s'y passe. D'accord. Et donc, ça vous rappelle peut-être une histoire qui s'est passée il y a quelque temps, avec certaines stars qui ont vu des photos apparaître sur Internet, des selfies un peu compromettants et des choses comme ça. Et a priori, maintenant, est-ce qu'ils en profitent parce que l'application le permet ou est-ce que c'est réellement cette application-là ? En tout cas, la communication sur Internet voudrait que ce soit ce software-là qui a été utilisé pour récupérer les selfies des stars il y a quelques mois. Il faut savoir que ce software ne s'arrête pas là, puisqu'il est aussi capable de faire ce qu'on appelle des attaques brute force. Et donc d'essayer toutes les combinaisons possibles. D'accord. Et donc de finir par obtenir, à terme rentrer, surtout qu'a priori il y a une optimisation GPU qui est derrière. Donc voilà, petit software qui au départ est légal, puisqu'il permet simplement au départ il est à utiliser pour son propre compte iCloud si on a un problème, mais qui dans les mains de mauvaises personnes peut donner de très mauvais résultats. C'est aussi via le compte iCloud, si je ne dis pas de bêtises, que l'on peut localiser son appareil si on l'a perdu ou si on se l'est fait voler par exemple. Et c'est aussi via le compte iCloud qu'on peut bloquer l'appareil si ma mémoire est bonne. Donc ça peut être très très embêtant. Enfin, ça peut être très embêtant. De toute façon, ça ne permet pas, mais ça ne permet pas de rendre des iPhones vierges comme 40 000 personnes le proposent sur différents sites internet, pages Facebook et autres. D'accord. Voilà. Donc vous voilà bien avertis. Il n'y a pas que des trucs sympas en Russie. Non. Voilà. Marc, Lollipop, toi, on change là de domaine évidemment. On passe d'Apple à Google. Lollipop est arrivé sur le LG G3, tu avais fait la démonstration du LG G3 ici même, tu l'avais comparé avec le Sony Xperia Z3, et tu as essayé d'installer Lollipop qui est arrivé tout à fait officiellement sur le LG G3, ça s'est pas super bien passé, mauvaise expérience apparemment. Mauvaise expérience au point que cet après-midi je suis revenu sur KitKat parce que je n'en pouvais plus de devoir enlever ma batterie 5 à 6 fois par jour pour redémarrer mon téléphone, c'était à ce point-là. Donc effectivement, LG a commencé à distribuer Lollipop pour le G3 début de mois de novembre, d'abord en bêta, close bêta, et puis ça a commencé à se phaser principalement d'abord en Pologne. Je ne sais pas trop pourquoi ils ont choisi la Pologne d'abord, mais soit, ils ont choisi la Pologne. Et puis effectivement, ça a commencé à se phaser sur d'autres pays européens, et début de semaine, j'ai reçu une belle notification via l'Update Center que Lollipop était disponible sur mon G3. Bon, je l'ai pas installé tout de suite, je l'ai téléchargé, j'ai attendu un peu, et mardi, j'ai mis les choses en route. J'aurais pas dû. Parce qu'à partir de ce moment-là, après le reboot, premièrement, j'ai noté que l'appareil était beaucoup plus lent. Beaucoup plus lent. Il me fallait parfois 3 ou 4 fois plus de temps pour lancer une application aussi simple que le téléphone. C'est quand même l'utilisation de base d'un téléphone, on est d'accord. Pour prendre une photo, 2 fois sur 3,
le déclenchement se faisait 3 ou 4 secondes en retard quand c'est pas l'application complètement qui crache complètement. Et souvent, les crashs sont définitifs, c'est-à-dire, il crache, c'est fini. Alors, si vous vous rappelez, le G3, il n'a pas de bouton. Non. Pas beaucoup, juste un bouton. Oui. Donc, pas moyen de faire des combinaisons de touches compliquées comme on peut trouver par exemple sur d'autres modèles. Oui. Non, la dernière chose à faire, c'est on ouvre le téléphone, on enlève la batterie. Donc, c'est un geste qui est devenu extrêmement familier pendant les 24 dernières heures. À tel point qu'effectivement, cet après-midi, après avoir subi comme ça un nombre de crashs assez incalculable, assez conséquent, j'ai décidé de revenir sur KitKat en reprenant une stock ROM sur le site de LG. Alors, avant de cracher mon venin sur LG, ce que je fais pas en fait généralement, mais force est de constater quand même que cette release semble ne pas avoir été très très bien testée. D'accord. En plus, d'un point de vue purement visuel, l'intégration n'était pas très très bien faite. On sentait que c'était un peu du collage, notamment tout ce qui est notification, qui est une partie propre à Lollipop, qui a complètement revu le système des notifications. Mais ici, il y avait l'ancien système de notification encore dans la volée de notification avec une partie fixe à LG qui venait télescoper un petit peu toutes les notifications made in Lollipop, ce qui laissait très peu d'espace pour défiler et gérer toutes les notifications. Incompatibilité également des notifications avec l'écran de verrouillage par défaut LG. Donc finalement, le fameux truc de pouvoir double taper sur une notification pour accéder directement à l'application ouverte dans le contexte ou maintenir enfoncé pour avoir accès, tout ça ne marchait plus. Bon, c'est franchement une mise à jour foireuse. On espère que les choses vont être corrigées rapidement. Mais d'autres personnes ont eu le problème et il suffit d'aller sur XDA pour se rendre compte dans le forum consacré au LG qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont eu cette mise à jour et qui s'en plaignent aussi. D'accord. Donc, espérons que LG va corriger le tir. Pour rappel, j'avais fait également la mise à jour sur un Nexus. Ça s'était mieux passé. Mais c'était pas parfait quand même. Ouais, donc Lollipop est peut-être encore entaché de quelques défauts de jeunesse que Google devrait régler. Ne vous précipitez pas, patientez, vous peut-être mieux attendre effectivement qu'il y ait quelques releases qui sortent. On est à combien là, 5.1 déjà, non 5.01. 5.01, pardon. Donc je respire. Malheureusement, la mise à jour Lollipop n'est pas encore disponible. T'as de la chance. Donc voilà, c'est ça où il faudrait un trou dans le boîtier pour placer un interrupteur pour pouvoir couper la batterie plus facilement. Comme ça, il ne faut pas le retirer. Ceci dit, bon, je reviens sur XDA. Si vous avez absolument envie d'avoir Lollipop, il y a de nouveau toute une série de ROM custom qui sont déjà prêtes et que vous pouvez installer à vos risques et périls. C'est bon à savoir. Merci. J'ai une question. Oui, avant d'avoir critiqué effectivement la sortie, est-ce que après l'install de Lollipop, tu as fait un clean d'office? Ok. Parce que sinon, la plupart t'auraient dit t'as pas fait un clean, tant pis pour toi. Non, mais généralement, quand je fais un upgrade de ce style-là, je ne fais pas de backup restore, je repars de zéro. Donc c'est vraiment, oui, c'est une nouvelle installation, quoi. C'est une nouvelle installation, voilà. On pourrait même pas dire que t'as hérité d'un truc de la version précédente qui vient foutre un peu le bousin, non, même pas. Non, et d'ailleurs ici, après avoir fait la même procédure pour revenir en 4.4, c'est-à-dire un clear complet avec clear des caches, etc., je retrouve un téléphone qui est réactif, qui plante plus, qui est magnifique. Voilà. Et maintenant, tu sais où est la batterie, ce qui est pas plus mal. Ouais. T'as de la chance, elle s'enlève, ta batterie. Oui, c'est vrai que mais la tienne aussi. oui, mais pas mon précédent. Non. Bon. Le Nexus non plus, d'ailleurs. Voilà. Si jamais, il y a la prochaine release, la prochaine fois que tu tenteras l'installation, on en reparlera, hein, Marc, il n'y a pas de souci. Et je vous assure, je ferai la mise à jour voilà. de Samsung, je vous tiendrai au courant aussi. Donc, on aura en plus la mise à jour sur un Samsung. Seb, tu as la parole, tu la gardes. On parle de Bing qui disparaît des recherches Facebook. C'est corollaire de ce qu'on disait la semaine dernière par rapport au search. C'est-à-dire que dès le moment où Facebook lance son outil, c'est au détriment de quelque chose d'autre. Voilà, et boum, plus de Bing. Et boum, plus de Bing. C'est dit. C'est un truc qui date de 2010. Je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous avez déjà remarqué, quand vous faites une recherche, vous cherchez marque des technos et que ça, il trouve rien, il vous propose ensuite tous les résultats que Bing trouvait avec un tout petit lien qui disait oh, ça vient de chez Bing. Et ça vous faisait quitter le réseau Facebook. Donc maintenant qu'ils ont un nouveau moteur de recherche qui va dans tous leurs commentaires, tout le contenu que vous avez posté, eh bien, ils se sont dit que Bing, c'était plus une bonne idée, surtout que, ça les fait sortir de Facebook. Il s'est servi aussi de l'outil de traduction de Bing, me semble-t-il, non? Dans les commentaires sur là, je sais pas s'ils l'ont supprimé, je pense pas, parce qu'effectivement, Facebook a une relation quand même assez proche avec Microsoft.
Ils utilisaient aussi tout ce qui était Skype au niveau des vidéos. Pour faire du chat. Donc ils ont une relation qui est quand même assez proche entre les deux. Donc bon, voilà, ça reste normal qu'ils aient viré Bing pour pouvoir proposer leur truc. Mais n'empêche, ça provoque quand même quelques commentaires toujours. Voilà, c'est quand même des gros morceaux qui se quittent, qui se tournent un peu le dos. C'est beaucoup d'argent. Hein. Et en plus, c'est beaucoup d'argent, ça il faut le reconnaître aussi. David, qui a plus que 45% de batterie, me semble-t-il. Je vais directement te donner la parole pour parler de... on parlait de Microsoft, on parle de Windows. L'écran de sélection des navigateurs disparaît officiellement. Rappelons-le, c'est cet écran qui vous permet de choisir le navigateur à une nouvelle installation de Windows. Hein. C'est de ça dont on parle. Oui, c'est exactement ça. Donc c'est la petite fenêtre après une nouvelle installation de Windows qui est apparue en 2009 et qui obligeait Microsoft à proposer d'autres navigateurs que Internet Explorer qui était installé de base. Donc dans d'autres vies, on avait eu l'occasion d'en parler puisqu'on l'avait vécu en vrai. Oui. Et donc la Commission européenne avait prévu une date de fin et ça y est, on y est. Et donc Microsoft ne s'est pas privé pour vite effacer ça de toutes ces installations, puisque c'était un espèce de petit panneau, c'était un panneau sur Internet, hein, donc c'était pas une application, c'était pas écrit en dur dans le Windows, et donc tout ça a disparu, et donc la page maintenant qui apparaît, c'est ce site web a été créé par Microsoft conformément à une décision de la Commission européenne datant de décembre 2009, point. Étant donné que voilà, donc ça s'arrêtait à ça. Donc les obligations ont expiré, donc Microsoft est libéré. Il faut quand même se rendre compte qu'en 5 ans, le marché entre guillemets du navigateur a quand même vachement évolué, puisque même si Internet Explorer reste le numéro 1, il est plus à 98 ou 99% de part de marché comme il pouvait l'être en 2009. En tout cas dans le monde PC, ouais. On a quand même vu l'explosion de Firefox, de Chrome, de Safari, et donc voilà, ça a permis des initiative, ça a obligé Microsoft aussi à revoir Internet Explorer de fond en comble et à en faire un vrai bon navigateur et pas juste un bousin dégueulasse comme il était en 2009. Et donc voilà, donc ça a eu un impact positif. Maintenant, c'est vrai que c'est aussi pas mal pour Microsoft que ça s'arrête parce que aujourd'hui tous les navigateurs sont un petit peu avec voilà quelques paramètres spécifiques à chacun, ouais. Mais tous corrects dans leur utilisation. J'aime bien quand on est à 45% de batterie, cette économie de mots. Ouais, mais je fais synthétique, quoi. J'aimerais bien rester avec vous jusqu'au bout. Ça m'a coûté 3%. Cette chronique, c'est 3%. On passe à Seb pour parler de Skype. On l'avait, je pense, évoqué, me semble-t-il, dans un numéro précédent, la fonction translator de Skype, la traduction est disponible maintenant en preview. Je n'ai pas ce souvenir, mais peut-être. Il me semble qu'on en avait parlé en parlant, entre autres, de Google, de YouTube, qui avait cette fonction sous ses vidéos depuis quelque temps, et que ça s'en venait sur Skype. Mais peu importe, c'est le cas là maintenant, apparemment. C'est le cas maintenant, la preview est disponible. Et donc, le principe, c'est vous parlez, et au moment où la personne a terminé de parler, bon, pas après une demi-heure, hein, donc il faut qu'elle termine sa phrase et laisse un petit blanc. Oui. Voilà. Et Skype retranscrit et traduit. Comme ça, vous pouvez lire ce que votre interlocuteur a dit, ou ce qu'il a peut-être dit. Oui, ou ce qu'il a essayé de dire. Ça reste approximatif. Mais apparemment, ceux qui ont pu le tester, la preview, sont extrêmement surpris du résultat. Ouais. Seul petit bémol pour le moment, c'est que ça ne fonctionne qu'en anglais et espagnol. Donc... j'avais entendu portugais, moi je pensais que c'était portugais. Mais espagnol, c'est bien. Anglais-espagnol. Donc pour le moment, c'est pas encore très utile pour nous. Vous pressez pas. Ça fait comme du monde. Oui, mais en Belgique, c'est limité. Oui, c'est dans certains quartiers de Bruxelles. Voilà. Donc on attendra un peu. Et quand ce sera dispo, français, français, allemand, français, espagnol, français, on essayera. On essayera et on verra ce que ça donne. Ça va être comique de vous voir tous les deux dans vos fenêtres. On fera un podcast en allemand. Carole. Et voir si ça se traduit correctement. Marc, on va parler un peu hardware avec ce qu'on pourrait considérer comme 2 flops de l'année 2014. On est en fin d'année, là, on est quand même dans un esprit de bilan aussi de cette année 2014, puisque c'est notre dernier numéro hebdomadaire de l'année, hein, il faut le dire. Disons-le, deux flops, ce qui serait d'un côté le Microsoft Band, ce fameux bracelet, cette montre bracelet où tu vas le définir toi-même, et puis de l'autre côté,
ça peut paraître étonnant, mais les Google Glass, c'est pas non plus une réussite commerciale, industrielle, quoi. Alors, il y a effectivement, c'est la fin de l'année, donc tradition oblige, il est de bon ton de se rappeler les événements de l'année écoulée et de descendre en flammes les trucs qu'on n'a pas appréciés. C'est la rétrospective. Voilà, c'est la rétrospective, c'est une grande tradition journalistique à laquelle le marché de l'IT n'échappe pas. Et donc, il y a un journal qui s'appelle Business Insider, qui est fort connu au Royaume-Uni, qui a fait l'exercice de sortir les 10 flops les plus marquants de 2014. Alors là-dedans, il y a des trucs dont je suppose, vous n'aurez jamais entendu. Bon, iCloud figure en bonne place dedans, évidemment. iOS 8.1, iOS 8, etc. aussi. Clink, vous connaissez Clink ? Non. Mais voilà, c'est pour ça. C'est bizarre. Voilà. Et alors, effectivement, on trouve en tête de liste les Google Glass et Microsoft Band. Alors, Microsoft Band, c'est quand même un truc qui est un peu un ovni, qui a débarqué sans que personne ne s'y attende. Microsoft a dégainé un jour le Band sans vraiment prévenir. Et je serais tenté de dire que tout le monde était un petit peu favorable, tellement surpris, tout le monde s'est dit « Oh, c'est pas mal finalement », mais par surprise. C'est pas mal. mais pas pour moi. Mais voilà, mais à partir du moment où on s'est un peu penché sur l'objet en lui-même, on s'est vite rendu compte de deux choses. D'abord, l'autonomie était déplorable et empêchait toute utilisation sérieuse de l'objet. Et puis deuxièmement, ce qui est assez gênant pour un bracelet connecté, c'est que la connectivité était plutôt vachement foireuse parce que le Bluetooth marchait quand il voulait bien. Ah, ça c'est donc embêtant. Ça sent quand même très fort l'objet qui a été sorti très très vite sans vraiment être testé pour répondre à un besoin du marché ou tout simplement pour être sur le marché à tout prix. Et voilà. Et donc ça a pour résultat que l'objet se retrouve dans le top 10 des flops de 2014. Pour les Google Glass, c'est un peu plus nuancé parce que l'ambition de Google, quand ils ont sorti les Google Glass, n'a jamais été de sortir un objet mainstream de consommation de masse. Ça a toujours été quelque part un prototype de ce que Google peut accomplir dans le domaine du wearable computing. Et donc, les critiques qu'on a adressées à l'appareil, à savoir la faible qualité des optiques, la difficulté de prise en main, le fait que l'autonomie aussi était assez désastreuse. On se rappelle, 45 minutes d'autonomie si on filme de la vidéo en continu, et à peine une journée en utilisation vraiment light, le peu d'applications, le peu d'utilisation finalement au quotidien pour monsieur tout le monde, ce sont des critiques un peu gratuites. Donc moi personnellement, je l'ai repris effectivement dans les flops de 2014 si on se positionne sur une optique grand public consumer, mais je trouve que d'un point de vue technologique, c'est pas un flop. C'est un bel exercice, c'est une belle démonstration que Google a réussi à faire et qui va ouvrir la voie à toute une série de choses qu'on va voir arriver dans les années à venir. Donc c'est un flop en demi-teinte. Est-ce que tu comparerais ça à de la haute couture par rapport à la confection Ça pourrait. Ça pourrait, effectivement. C'est une démo technologique ici, en fait. D'accord. Donc finalement, c'est qu'un demi-flop, en quelque sorte. C'est qu'un demi-flop. On va dire que le flop, ça va être Clink, dont personne n'a entendu parler. Ça me rassure, parce que moi non plus. Un jour, il faudra que tu nous montres ce que c'est. Seb, oui, dis-nous. Oui, à propos, j'ai envie de réagir sur les deux points, mais super rapidement. D'abord, Microsoft, je suis quand même déçu parce que effectivement, leurs trucs ont l'air. Ce dernier n'était pas terrible et pourtant, ils ont toujours fait du super matériel. Moi, j'ai toujours été un énorme fan de leur matos, ce qui était clavier et souris. Je n'ai quasi que ça. Donc, j'espère qu'ils reviendront quand même avec du bon matos dans les prochaines années. Et sur les Google Glass, c'est parce que mon sujet suit avec exactement quasi la même chose. Il faut savoir qu'il y a quand même déjà eu deux versions. Hein. Donc il y a des critiques sur l'autonomie, mais il y a déjà une deuxième version et probablement qu'une version mainstream sera basée sur une troisième ou une quatrième release. Sur la critique, et on va peut-être clore là le sujet Google Glass, mais sur la critique des applications peu nombreuses pour les Google Glass, ceux qui font les applications, ils ont eu accès à l'outil
au kit de développement, etc. Bon, c'est pas nécessairement toujours Google qui doit tout faire. Ils ont initié quelque chose. Après, c'est un petit peu à tout le monde à se prendre en charge et à essayer de créer des choses autour. Maintenant, si les développeurs n'y croient pas, ça c'est un autre problème. Ça, évidemment, ça ouvre un autre dossier. Mais justement, Seb, on parlait de cet aspect haute couture face à la confection. La confection, c'est peut-être ces nouvelles lunettes ou cette fonction lunettes que va proposer Sony sur le modèle des Google Glass. Oui, tout à fait. C'est les Smart. Le nom est un peu compliqué quand même. Ouais, c'est les Smart Eye Glass Attach. Ouais, ça il faut pas faire. Par contre, ça c'est pas une bonne idée. Donc c'est un peu compliqué comme nom. Alors le fait, qu'est-ce que veut faire Sony pour éviter le problème des Google Glass, c'est que eux ils ont dit on va pas faire des glaces, on va juste faire un truc qui s'y attache. Voilà. C'est pas idiot en fait. Donc c'est juste au lieu d'être le truc complet, c'est juste un petit bout qu'on accroche sur le côté qui ressemble effectivement à des Google Glass, avec le petit bras qui revient devant comme on le connaît maintenant. Une espèce de rétroviseur sur le côté. Enfin de faux rétroviseurs, enfin de choses qui ressemblent à un rétroviseur mais qui n'en est pas un, enfin qui est un. C'est ça. Voilà. De viseur, quoi, avec, avec voilà, un petit boîtier qui est quand même un petit peu plus gros que les Google Glass sur la côté de l'oreille, qui a une caméra. Alors le truc fait 40 grammes, donc ça va, c'est pas non plus énorme. Connecté Wi-Fi, Bluetooth, et ce sera commercialisé en 2015. Donc eux, ils vont y aller direct l'année prochaine. Et ce sera en démo déjà au CES de Las Vegas qui se tient début janvier. Donc toutes les news arrivent dans une grosse quinzaine de jours. Ouais, et on sera nous-mêmes de retour au début janvier aussi. Donc je pense que notre premier numéro de l'année 2015, ce sera une sorte de bilan, de pré-bilan en tout cas de ce qui sera annoncé, en tout cas les principales tendances du CES, effectivement. Alors, c'est un peu tout ce qu'on sait sur ces lunettes. On ne sait pas encore trop si ce serait connecté sur Android, ce serait logique parce qu'ils balancent pas mal de smartphones Android. Et donc il faudra voir si la techno sera la même que la Google Glass, ce qui pourra certainement aider Google. Le truc sur les développeurs ne développeront d'applications qu'à partir du moment où il y a un marché. C'est ça aussi, c'est toujours un petit peu oui, c'est ça. Si t'as pas une application, une killer application, personne va les acheter, et si personne les achète, les autres ne vont pas suivre. Donc pour le moment, on le voit très bien sur le marché des Windows Phone. Peu malheureusement pour Microsoft, de gens développent sur Windows Phone parce qu'ils représentent une trop faible part du marché, et donc l'effort est trop important. Donc là, c'est pareil. Mais oui, c'est ça, les agences qui ont développé, ou en tout cas qui ont reçu, ou qui ont acheté, qui ont fait l'acquisition des Google Glass, et qui ont développé un petit peu, ils l'ont fait un peu pour s'amuser, pour faire la démonstration que c'était possible, qu'ils étaient à la pointe, etc. Et puis après, le temps passe, et il y a des clients qui attendent, et il faut travailler sur des trucs qui, eux, sont commercialement viables, et donc on oublie très vite les Google Glass, on les laisse très vite de côté. On n'est pas des philanthropes, on doit manger exactement. C'est tout à fait logique. Si je vous dis 37%, vous pensez à... 33 plutôt. À moi 33,3. David, on va parler. Avoir un chargeur de backup. 33,3, c'est le pourcentage de ta batterie et non pas le taux de TVA imposé sur le site d'Apple. T'as vu un peu la transition? Ouais, énorme. Donc effectivement, on va parler un petit peu de TVA parce qu'au 1er janvier 2015, il y a quand même pas mal de changements, que ce soit pour Apple, pour Google, pour OVH, pour Skype, en gros pour tous les fournisseurs de services sur Internet, puisque à partir du 1er janvier, selon la directive européenne 2008/8/CE dite du paquet TVA, afin d'assurer une neutralité concurrentielle entre les pays européens, tous ces fournisseurs ne pourront plus pratiquer, comme ils le font pour le moment, un taux de TVA unique qui est le taux du pays dans lequel le fournisseur de services est installé. D'accord. Et donc, ils vont devoir appliquer des taux de TVA en fonction de où se trouve l'utilisateur final du service. D'accord. Donc, ça change quoi? On va prendre un exemple très très concret. Vous achetez pour le moment une application sur le store d'Apple à 99 centimes TTC. Elle vaut donc 86 centimes hors TVA.
Pour le moment, elle bénéficie d'une TVA luxembourgeoise de 15%. Au 1er janvier, elle sera facturée, ou elle pourrait être facturée, 1,04 € TVA comprise en Belgique, avec une TVA de 21%. Donc on n'a pas encore les décisions de ces gros groupes. Certains ont commencé à communiquer, d'autres pas. Donc on pourrait voir certains services augmenter, d'autres diminuer, puisqu'il y a pas mal de sociétés qui sont installées en Irlande, par exemple Google. Ouais. Si vous achetez un e-book pour le moment, vous payez 23% de TVA en Irlande. D'accord. Et vous passeriez à 21%. Donc ça pourrait être moins cher. Donc l'objectif, c'est d'effectivement harmoniser et de donner une saine concurrence au niveau des divers acteurs, peu importe où ils sont installés au niveau européen. Donc attention que ça ne concerne que les prestations de services. Oui. Donc là-dedans, on englobe la vidéo à la demande, les applications téléchargées, le téléchargement de musique, les jeux vidéo, donc comme Steam par exemple, qui va aussi devoir revoir. Ce qui est dématérialisé, quoi, en gros. C'est ça, en fait. Les livres électroniques, mais par contre, pas les téléphones, pas les tablettes, pas les ordinateurs. Même si ces appareils bénéficient de systèmes d'exploitation, on considère que le système d'exploitation n'est qu'accessoire et que c'est pas ça qui est acheté par le client. D'accord. Donc voilà, il va falloir rester attentif, certaines choses risquent d'augmenter. Oui, vous étonnez pas si effectivement les prix varient quelque peu en fonction de vos fournisseurs habituels. Marc, on va du côté puisqu'on parle de commerce électronique, on va du côté d'eBay, qui se sépare, et ça on le savait depuis un moment déjà, qui se sépare de PayPal. Oui, pour rappel, on se rappelle effectivement donc que PayPal et eBay vont bientôt, en deuxième semestre 2015, ma mémoire est bonne, partir chacun de leur côté. Donc c'est la fin de la belle aventure. L'un avait été initié par l'autre. Et on doit cette séparation à l'initiative d'un monsieur qui s'appelle Carl Icahn, qui est un venture activiste, comme il se définit lui-même, et qui, si on se rappelle, était quand même le type qui était à l'origine du gigantesque programme de rachat d'actions d'Apple il y a 2-3 ans, qui avait causé bien des problèmes chez pas mal d'investisseurs. Le monsieur ici a quand même 30 millions d'actions de chez eBay, et donc avait milité très fortement en bon activiste pour séparer PayPal de eBay. Le problème, c'est que cette séparation risque fort, selon les analystes, de s'accompagner d'une importante restructuration. Et d'après le Wall Street Journal, le géant américain d'attribution pourrait supprimer au moins 3000 postes début 2015, soit 10% de ses effectifs totaux. Dans eBay, en fait. Dans eBay, effectivement. Oui, puisque PayPal va être complètement sorti. C'est ça. Et on s'attend à ce que PayPal, justement, prenne de l'ampleur et soit valorisé encore plus et encore plus, qui est l'origine, l'attention de Carl Icahn. Et donc, eBay pourrait effectivement payer les pots cassés, et les chiffres vont s'en ressentir chez les investisseurs. D'accord. Donc c'est plus un problème de fond en fait qu'un problème de boulot. En général, quand on split des sociétés, ça crée plutôt de l'emploi. C'est ce qu'on dit en tout cas ici, pas du tout quoi. En gros. Exactement. Mais c'est principalement dû au fait que dans les task force de eBay, il y avait toute une partie de gens qui s'occupaient à la fois de eBay et de PayPal, et donc ces gens vont avoir des emplois qui vont devenir à la fois inutiles ou redondants, puisqu'on ne pourra pas les réassigner sur d'autres postes qui existent déjà, et donc eBay a pris la décision, et semble être sur le point de prendre la décision de se séparer de ces 3000 personnes. On change de sujet complètement avec Seb. Le piratage de Belgacom a été élucidé, paraît-il. Ça y est, c'est les gars du GCHQ. Tes souhaits. De quoi s'agit-il ? C'est qui ? Mais en fait, c'est simple. C'est nos voisins. D'accord. C'est nos voisins britanniques, tout simplement. Donc, ça a été révélé par plusieurs journaux, dont le Standard en Belgique, mais aussi de Intercept et NRC Handelsblad. Désolé, celui-là, je le connais moins que le Standard. Et donc, c'est là que la traduction serait utile. Ce piratage, si vous vous souvenez, c'était pas de Belgacom, Proximus, pour ceux qui ont déjà oublié, mais c'était sur la filiale BICS, donc Belgacom International Carrier Service, donc tout ce qui était international, mais c'est ce qui a permis, selon les documents révélés, d'espionner non seulement une bonne partie de particuliers, donc vos appels à vos amis, votre femme, votre amante, mais aussi si vous appeliez l'OTAN, l'Union Européenne, c'est déjà plus normal. Et donc tout ça a pu être intercepté par nos amis britanniques, l'a été, et
tout le monde n'est pas très content d'un point de vue politique, donc une enquête continuera à approfondir les choses pour savoir si on doit réagir ou non. Voilà, on dit coucou à nos amis britanniques qui nous écoutent. Bonjour. Hello. Hello, 32%. Allô, qu'est-ce qui reste? 28. Encore 28%, on peut y aller tranquille. Ça marche bien. Ah ouais. David, tiens, on peut faire des économies avec ce que tu vas nous donner comme information. Oui. Si toutefois on est intéressé par ce genre de choses, ce qui n'est pas dit non plus, il est possible maintenant de regarder gratuitement les intégrales d'Olive & Tom et de Nicky Larson. Oui, donc Olive & Tom, ça fait déjà un bout de temps, mais Nicky Larson, c'est tout nouveau et c'est même pas encore tout de suite parce que ce sera à partir du 1er janvier. C'est une initiative du site Watt.tv, donc Watt TV, qui permet actuellement de regarder les 128 épisodes de 22 minutes d'Olive & Tom. Donc là, il faut quand même être un petit peu passionné de football pour ceux qui s'en souviennent pas, puisque effectivement, c'est ce fameux dessin animé où le terrain fait 19 km de long, 14 km de large, que sur un épisode, il est possible de ne voir qu'une seule passe ou un seul shoot qui va passer à côté du goal. Par contre, plus sérieusement, effectivement, Nicky Larson, je pense que c'est quand même une grande partie de pas mal d'enfance, de gens qui nous écoutent. Et donc là, à partir du 1er janvier, il y aura moyen de regarder gratuitement les 140 épisodes de 20 minutes et donc de se refaire l'intégrale de Nicky Larson. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Il y a un autre film qui est gratuit, je pense que c'est sur Amazon, ou sur Netflix, je ne sais plus, qui est un film de Noël, un conte de Noël qui s'appelle Pôle Express, si je m'abuse. Oui. C'est marrant parce qu'il est payant à la location, mais il est gratuit à l'achat. Ce qui est un petit peu idiot. Mais donc voilà, la période de fête de fin d'année, en général, c'est l'occasion pour chacun de essayer de placer des petits produits à gauche, à droite, et de faire des petits cadeaux aux clients. Ouvrez l'œil et le bon, parce que de temps en temps, ça peut être sympa. Qu'est-ce qu'on voulait dire? Ah tiens, on va parler de Sony avec Marc, une fois de plus, puisqu'on parlait piratage il y a quelques instants. Sony a encore été piraté. Mais qu'est-ce qu'ils font? Sony a encore été piraté, fin novembre. Alors, il y a une organisation qui s'appelle les Gardiens de la Paix, je sais pas où ils ont été trouver leur nom, qui a hacké le site de Sony Pictures. Ouais. Et ça a été plus loin que le simple hacking de site. En fait, la première touchée par l'attaque a été la vice-présidente de la société, dont toute une série de mails ont été dévoilés au grand public. Et ces mails ont un peu fait scandale quand même, parce qu'elle y exprimait son opinion personnelle, on le rappelle, mais je cite, sur les goûts de chiottes d'Obama en matière de cinéma, ou de ce qu'elle pensait d'acteurs commissionnés par le studio comme Angelina Jolie, qu'elle décrit comme une morveuse pourri gâtée, ou Leonardo DiCaprio, qu'elle prétend être un acteur détestable. On comprend un peu mieux pourquoi le gamin n'a toujours pas d'Oscar. Et donc plein d'autres joyeusetés et de gentillesses du genre. Actuellement, les bookmakers parient très fort sur son licenciement très vite. Par contre, là où ça s'est corsé ensuite, c'est que début décembre, il y a eu la fuite sur Internet du scénario du prochain James Bond, Spectre, et la fuite également de 5 films produits ou distribués par Sony, notamment sur les annuaires BitTorrent. Alors, il y a Fury avec Brad Pitt, qui est déjà en salle, Annie avec Cameron Diaz, Monsieur Turner avec Timothy Spall, Still Alice avec Julianne Moore, et To Write Love on Her Arms avec je sais pas qui, en fait, je m'en fous complètement. Donc, les pirates, les gardiens de la paix, ont proféré de lourdes menaces aussi pour tenter de faire interdire la projection du film The Interview. Il serait arrivé. Qui raconte la tentative de la CIA pour dégommer le leader de la Corée du Nord par un producteur qui est allé faire un documentaire sur place. Aux dernières nouvelles, Sony Pictures a renoncé à sortir le film sur le territoire américain. La sortie était programmée pour le 25. Elle a été purement et simplement annulée. Alors, parmi tous les fichiers que les fameux pirates auraient obtenus, il y a aussi de nombreux documents qui sont liés à la production et la distribution des films. Donc, on parle de script, de budget, de bande-annonce, de factures des employés, de screeners, de DVD promotionnels, de contrats et même la copie des passeports de certains acteurs. Il y a aussi les boîtes mail du personnel et surtout des mots de passe qui permettent d'accéder à tous les serveurs FTP où sont stockés justement les films, les rushs et de pouvoir les distribuer dans le monde entier. Donc, on estime déjà que cette petite histoire pourrait coûter plusieurs centaines de millions de dollars à la firme, en outre le désastre que représente l'image en termes de relations publiques. Et une chose qui est certaine, c'est que le Noël 2014 va pas être chouette pour Sony. Et le désastre, tu viens d'en parler, le désastre est aussi en termes de communication, parce que finalement, ça en revient à censurer un film. The Interview, en l'occurrence, c'est une comédie un peu potache, où l'idée, c'est d'aller descendre le président
accent nord-coréen. Bon, voilà, c'est une comédie américaine, comme on en a tous vu plein. C'est gros cutage de mauvais goût. Oui, enfin, de bon ou de mauvais goût, il s'agit quand même d'une censure, quoi qu'on en dise. Et ça peut c'est interpellant, quoi. Donc, c'est interpellant, mais ça a fait dire à certains qu'en fait, les gars des gardiens de la paix étaient des Nord-Coréens ou des partisans du régime de la Corée du Nord qui en fait agissaient de manière politique pour interdire la diffusion d'un film qui aurait nui à l'image de leur leader bien-aimé, blablabla, drapeau, machin et tout. Ceci dit, moi j'ai vu quelques images parce que le trailer circule sur Internet, c'est potage, mais c'est quand même bien fait. Le film sortira en Europe. De ce côté-là, Sony n'a pas changé ses plans, donc on aura toujours la chance d'aller pouvoir voir le film. La chance, c'est un autre débat. Sur la qualité du film, là, je ne vais pas discuter. Soyons très très clairs. On va terminer peut-être tout doucement avec je vois que de son côté tout d'un coup je me dis tiens, il a mis son scaphandre. Non, respirer très fort dans son micro et... non, tout va bien. On rigole un petit peu avec Seb parce que voilà, je crois que je vais pouvoir aller jusqu'au bout. Avec vous, c'était pas gagné et donc voilà, je suis content. Grand chose à dire. Voilà, rappelons que tu es à maintenant 24% de 23 parce que en plus j'en profite pour taper, donc ça consomme un max. On va donc prendre notre temps pour le dernier sujet, qui en vaut vraiment la peine, hein, Marc, il faut bien le reconnaître. Oui, ça c'est de la grande actu, c'est de l'actu de qualité. On va parler de Grumpy Cat. Voilà, on va ouvrir un grand débat. Voilà. Grumpy Cat a-t-il gagné ou non 100 millions de dollars? C'est terrible, ce chat, vous l'affichez sur votre écran, nous on l'a affiché dans la vidéo, ou que vous vous placiez dans la pièce, il vous regarde. C'est fini, et vous êtes foutu, votre journée est foutue, votre ambiance est foutue, c'est impossible. Non, sérieusement, on a vu maintenant fleurir depuis une semaine sur tous les sites d'infos sérieuses, donc je parle d'infos féminins et des forums pour femmes, principalement, une grande rumeur comme quoi, grâce à ce petit chat, sa maîtresse aurait gagné plus de 100 millions de dollars depuis que le matou a commencé à montrer sa bouille sur Internet. En fait, il n'en est rien. C'est un buzz, alors je ne sais pas si le buzz sert quelque chose, mais maintenant, bon, ce qui est certain, c'est que la dame en question, qui a pu, grâce à son chat, abandonner son poste de serveuse et commencer à faire le tour de tous les plateaux télé pour montrer son petit félin, elle a quand même réussi à se mettre quelques pépettes de côté. Donc on va peut-être pas la plaindre directement, surtout qu'il y a un film qui est en préparation. On se demande bien de quoi ça va parler. Peut-être qu'il sera produit par Sony, on ne sait pas. Ils ont bien besoin de ça pour se refaire après. Il y a un livre qui est en préparation. Donc voilà, tout ce qu'on peut vous conseiller, c'est si vous avez un chat un peu mal foutu, utilisez-le, quoi. Si vous avez un chat mal foutu. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Enfin, ceci dit, c'est un conseil qu'on pourrait donner à plein de gens. Si vous voulez faire des vidéos virales, payez-vous un chat. De toute façon, tout le monde sait que Internet est un ensemble de tubes remplis de chats. Voilà. Qui mangent des hamburgers. Aussi, et qui font des pépettes. Parce qu'on voit franchement le fric qui est généré par un site comme I Can Ask Cheeseburger, qui est le site de référence pour tous les gens qui aiment les petites vidéos rigolotes avec des chats. Ce truc est parti d'un délire entre deux copains et aujourd'hui, en matière de régie publicitaire, il pèse un paquet de millions de dollars, quoi. Et moi, je me rappelle dans Social Network, le film, il y avait même une référence au site qui montre des chats qui ressemblent à Hitler. Donc, c'est pas nouveau. Tout ça pour vous dire que c'est pas nouveau. Voilà ce numéro 15 qui s'achève, mes bons amis, et une année qui... batterie. Ça marche toujours. Donc, on reste sur la batterie. On est à 21% chez David. Donc, ça fonctionne. C'est très, très bien. Maintenant, on le sait. Hein, tu peux oublier ton chargeur encore. Ça, pas de souci. C'est une année qui s'achève également pour les technos qui vous reviennent, bien entendu, en 2015. Ça, il n'y a pas de souci. Et d'ici 2015, on vous proposera aussi quelques hors-série dès qu'on a le temps de les mettre en boîte. Je pense que c'est pas de problème pour David. Non, moi je suis dispo. Voilà, pas de souci non plus pour Seb et Marc. Tout roule. Dispo. Super. Entre le foie gras et le champagne, on trouvera bien un moment. Et Adrien nous fait des poutous également. Et voilà, donc, et Benoît aussi. Et toute l'équipe vous souhaite de très très bonnes fêtes de fin d'année. On se retrouve très très vite. À très bientôt. Au revoir.